Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous parlons des défis de la COP29 pour les négociateurs africains et des opportunités de l'intelligence artificielle. Mais tout de suite, voici les titres. Un espoir d'accomplir un bond technologique, l'intelligence artificielle attire l'attention du public en Afrique. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédés et de méthodes mathématiques qui permettent aux machines d'apprendre à partir des données à reproduire des comportements que nous considérons, nous, en tant qu'humains, comme des comportements intelligents. La cuisine propre en Afrique, un objectif qui n'est déjà plus un rêve en Tanzanie où une stratégie est en place pour éliminer progressivement le charbon de bois. Nous visons à ce que chaque habitation en Tanzanie soit équipée d'au moins une bouteille de gaz dans les 10 prochaines années. C'est la filière qui monte au Togo. L'ananas bio s'est taillé une place de choix dans le développement agricole du pays et il est devenu le favori des importateurs européens. On a la chance au Togo d'avoir des variétés comme le pain de sucre et le cayenne qui sont des anciennes variétés et qui sont beaucoup plus gustatives que les variétés MD2 qu'on propose du Costa Rica. Cet été, l'Union africaine a adopté une stratégie pour le développement de l'intelligence artificielle sur le continent. Le document appelle notamment la création d'une infrastructure africaine dédiée, à l'élaboration d'un référentiel de réglementation et au financement de la recherche. Il faut dire que sur le continent, les opportunités offertes par l'intelligence artificielle ne passent pas inaperçues. Elle y est perçue comme un outil qui permettra aux pays africains de combler leur retard technologique, mais elle suscite aussi des inquiétudes. Comment les pays africains doivent-ils se positionner par rapport à son développement? Le point avec Eloge Aidasso à travers ce reportage au Bénin. Nous avons travaillé sur une intelligence artificielle qui permet de prendre les vidéos dans n'importe quelle langue et de faire du doublage, de les transformer dans une autre langue. Donc la voix de derrière est transformée dans la langue voulue. Également, dans la même application, nous avons la fonctionnalité du speech-to-speech qui vous permet de discuter fluidement avec quelqu'un qui parle une autre langue que vous. Voilà l'une des applications de l'intelligence artificielle qui suscite beaucoup d'intérêt et d'espoir en Afrique. Elle est en effet perçue comme une technologie censée apporter une gamme très variée de services automatisés, des opportunités dont les entrepreneurs réunis à un récent salon de l'innovation à Cotonou espèrent bien s'emparer pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédés et de méthodes mathématiques qui permettent aux machines d'apprendre à partir des données à reproduire des comportements que nous considérons, nous, en tant qu'humains, comme des comportements intelligents. Ces procédés permettent de développer des solutions qui permettent de résoudre des problèmes divers dans la vraie vie. Les applications de l'intelligence artificielle sont variées et cette technologie peut trouver des applications dans de nombreux domaines. Exemple, avec cette application dans le domaine de la santé. Un Africain qui ne parle pas français ou anglais trouvera difficilement de l'information de santé fiable sur Internet. Pourquoi? Parce que l'information est disponible dans des langues qui ne sont pas sa langue maternelle. Aujourd'hui, faire baisser ces barrières de santé, ces barrières d'information, en développant des modèles qui permettent d'avoir accès à de l'information de santé de qualité, certifiée, contribuerait fortement, par exemple, à la prévention et à rendre la santé plus accessible, ce qui a un impact direct dans la vie des gens. Cet impact sur la vie quotidienne, les progrès de l'innovation numérique l'ont déjà permis. Un exemple est le code QR, dont l'un des avantages réside dans la possibilité de dématérialisation de documents. Le QR code, c'est un code qui permet de stocker beaucoup de données dans un petit espace, tout simplement. Une pièce d'identité, par exemple, ou un passeport physique, papier, que vous pouvez lire, ouvrir, ça peut contenir par exemple dans un code QR. En gros, vous miniaturisez des informations dans un espace beaucoup plus petit et beaucoup plus sécurisé qu'un papier par exemple.
Et ça peut ouvrir des portes, ça permet de communiquer, de faire des transactions, etc. Quand c'est digitalisé, on le store quelque part, on peut aller accéder à tout moment. C'est dire que l'ère de l'intelligence artificielle ouvre une nouvelle avenue à ces applications d'amélioration de la vie quotidienne. Mais si l'intelligence artificielle est censée faciliter la vie à ses utilisateurs, il faudrait alors que les entreprises du secteur recherchent les technologies répondant à leurs problèmes spécifiques sans faire de suivisme. Pour y parvenir, les pays africains devront rapidement déterminer où se trouvent leurs priorités. Certains sont dans des recherches approfondies parce qu'ils ont résolu des problèmes quotidiens. Donc on ne peut pas aujourd'hui se mettre en comparaison avec des firmes qui sont en avance, qui ont un budget recherche et développement R&D de plusieurs milliards de dollars sur des questions beaucoup plus pointues. Une application est développée, une idée est développée, c'est pour répondre à un besoin immédiat, précis. En Afrique, je pense qu'on doit en être là également parce qu'on a des besoins au quotidien à résoudre, des challenges, des défis, plus que par exemple un occidental, un européen ou un américain. On n'est pas au même niveau, au niveau des besoins et des contraintes. Et justement, certaines de ces contraintes sont particulièrement contraignantes. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle ou de toutes ces technologies-là sans avoir un accès à l'électricité. Il y a le déficit d'Internet également. L'Internet n'est pas disponible partout. La troisième contrainte que je vois, que je souligne régulièrement, c'est l'accès au financement. Si le jeune n'a pas accès au crédit parce qu'il n'est pas fiable, il n'a pas encore de travail, ou il n'a pas les parents qui ont l'air assez solides pour apporter une garantie, c'est compliqué. D'autant que pour beaucoup de personnes, l'intelligence artificielle présente divers risques, les problèmes d'ordre éthique comme les questions de droit de propriété, la diminution de l'intervention humaine, donc les risques de chômage, entre autres. Mais est-ce que pour autant, il faudra arrêter le progrès ? La technologie globalement est un atout, ce n'est pas un danger. C'est supposé nous faciliter la vie. Après, c'est l'utilisation qu'on en fait qui compte. L'intelligence artificielle, même si elle soulève des inquiétudes, représente une des grandes avancées au plan technologique. Il revient aux pays africains de corriger ce qui pourrait les empêcher de profiter pleinement de ces technologies, mais aussi les adapter à leurs besoins spécifiques. La période post-électorale troublée au Mozambique présente-t-elle un potentiel de déstabilisation pour le sud du continent? La question peut se poser depuis que l'Afrique du Sud a s'armé puis rouvert par intermittence son poste frontière de Lemombo. La situation y demeure très volatile alors que des queues de véhicules s'allongent sur des kilomètres. Pendant ce temps, les transporteurs des deux plus importants ports du pays, Maputo et Beira, ont freiné ou interrompu les livraisons, entraînant des difficultés d'approvisionnement au Zimbabwe. Des discussions extrêmement difficiles pour les négociateurs africains. La COP29 qui s'est tenue cette année à Bakou en Azerbaïdjan a permis au continent de présenter des demandes en ligne avec ses besoins réels qui sont considérables. L'Afrique dit en effet nécessiter entre 1300 et 1600 milliards de dollars en financement climatique annuel jusqu'à 2030 pour parer au plus urgent. Afreximbank a réclamé un nouvel outil pour remplacer l'engagement précédent de 100 milliards de dollars qui a été insuffisamment décaissé. L'institution a aussi fait pression pour que des mécanismes tels que les obligations vertes, les prêts concessionnels et les marchés du carbone financent les projets climatiques du continent. Et les décideurs politiques africains et les partenaires internationaux réunis lors de la conférence de cette année ont également souligné la crise urgente posée par le manque d'accès à une cuisine propre. Ce défi touche 1,2 milliard de personnes à travers l'Afrique et entraîne des millions de décès prématurés chaque année. Lors d'un sommet à Paris au printemps, d'importants engagements financiers ont été mis sur la table pour aboutir à des solutions de cuisine propre. Une étape que n'a pas attendue la Tanzanie puisque sa présidente Samia Suluhu Hassan a déjà mis en place une stratégie nationale sur 10 ans. Notre correspondant Good Hope Amani a suivi ses efforts pour en finir avec le charbon de bois et les risques sanitaires qu'il représente. Regardez. Plus de 33 000 Tanzaniens meurent chaque année de maladies respiratoires causées par le charbon de bois et le bois de chauffage. Les vendeurs d'aliments ambulants font partie des personnes les plus touchées. Depuis 2015, Oryx Energy a investi 100 milliards de dollars dans le secteur des kits de cuisson propres au GPL. Dans le cadre d'une initiative sur 10 ans visant à ce que davantage de personnes utilisent le GPL, Oryx Energy a atteint 62 000 vendeurs de produits alimentaires
en distribuant gratuitement des kits GPL d'une valeur de 1,8 million de dollars. We have decided to make Nous avons décidé de faire du clean cooking, la cuisine propre, notre stratégie pour les 10 prochaines années. Ce que nous faisons, c'est que partout, chaque jour et à chaque fois, nous faisons la promotion du clean cooking pour encourager l'adoption par les consommateurs d'une solution GPL pour la cuisson. Il faut bien commencer quelque part. Nous nous sommes dit, commençons par les cuisinières de rue et les mamalichés, ces vendeuses ambulantes que nous pouvons équiper avec des kits de démarrage GPL qui seront ceux-ci, une bouteille et un brûleur, et gratuitement, d'accord ? Afin qu'elles puissent les tester et les utiliser, qu'elles puissent acquérir leur propre expérience. Rajabou Hassan et Fodia Mouchi utilisent le GPL depuis un certain temps. Ils témoignent de l'avantage du GPL qui permet de cuisiner rapidement et donc de réduire les coûts liés à l'utilisation du charbon de bois. Parce que le temps de cuisson au GPL est très réduit par rapport à la cuisson au charbon de bois, l'utilisation du gaz est très bon marché et permet de gagner du temps. Si nous recevons un soutien, nous utiliserons le gaz puisqu'il nous convient et qu'il simplifie notre travail. Comparé à l'électricité ou au charbon de bois, le gaz est très bon marché. Nous avons des problèmes avec le charbon de bois. Vous pouvez acheter un petit paquet de charbon de bois qui devrait durer une journée pour $3 et cette somme, si vous ne faites pas attention, ce ne sera pas suffisant pour toutes les activités de la journée. Vous devrez en acheter plus. J'utilise le GPL depuis un certain temps, je comprends donc comment il fonctionne. C'est quelque chose de bon marché qui permet de simplifier le travail. Signe que l'énergie du clean cooking en cuisson propre est bénéfique aux vendeurs de nourriture à Dar es Salaam, Jerry, un jeune garçon qui vend du charbon de bois, explique que les sacs de charbon de bois sont très chers, jusqu'à $30 par sac, ce qui incite de nombreuses personnes à opter pour le GPL car il est bon marché et permet de cuisiner pendant longtemps. Le commerce du charbon de bois est très difficile car nous achetons les sacs dans les zones rurales à un prix élevé, jusqu'à $30. L'amener ici pour le vendre au détail et en tirer un bénéfice est un grand défi parce que beaucoup de gens utilisent du gaz pour réduire les coûts. Le volume de consommation de GPL a considérablement augmenté depuis que plusieurs acteurs de l'industrie ont adopté la diffusion du modèle en bouteille, donnant ainsi le feu vert à davantage d'utilisateurs. Notre objectif, indéniablement ambitieux, n'est pas seulement pour Oryx Energy, mais pour l'ensemble de l'industrie du GPL. Nous visons à ce que chaque habitation en Tanzanie soit équipée d'au moins une bouteille de gaz dans les 10 prochaines années. Cette vision n'est pas solitaire. Elle est soutenue par la politique énergétique du gouvernement qui contribue à créer un environnement propice au développement du GPL. L'actuel président de la Tanzanie, Samia Suluhu, a co-présidé un sommet sur la cuisine propre à Paris où elle a souligné l'engagement de la Tanzanie à soutenir le clean cooking. L'engagement de la Tanzanie est centré sur la mise en œuvre de notre stratégie nationale de cuisine propre sur 10 ans, qui vise à garantir que 80% des Tanzaniens utilisent des solutions de cuisson propre d'ici 2034. Un fonds national sera créé pour soutenir cette stratégie. Par ailleurs, le gouvernement a donné des directives à toutes les institutions de plus de 300 personnes pour garantir qu'elles utilisent des énergies de cuisson propre d'ici fin 2025. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ?
Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. L'Afrique du Sud a réussi à convaincre l'agence de notation S&P de l'amélioration de sa stabilité politique. L'agence de notation vient de relever sa perspective de négative à stable, citant une perception plus positive de l'investissement privé et de la croissance économique. Signe que le pays est sur une meilleure voie, son taux de chômage a reculé pour la première fois cette année à 32,1%, contre 33,5% au trimestre précédent. La création d'emplois est stimulée par le secteur social et la construction. L'entreprise marocaine Marsa, spécialiste de la gestion portuaire, a le vent en poupe après le Bénin où elle assure la gestion des terminaux 1 et 5 du port de Cotonou. Marsa Maroc vient de conclure un accord pour moderniser et étendre les infrastructures portuaires du Libéria. La convention s'exercera au port de Monrovia et de Buchanan. Le partenariat inclut aussi des projets de concession des partenariats publics-privés pour développer un terminal polyvalent moderne et améliorer l'efficacité opérationnelle et la capacité de service du principal port de Monrovia. L'or a vu son cours progresser de 30% cette année. Cela attise l'appétit des États africains dont certains sont frappés par des sanctions et coupés de l'aide financière internationale. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont annoncé mettre en place une nouvelle législation du secteur minier et des tensions commencent à apparaître avec les investisseurs étrangers. C'est ainsi qu'à la suite d'un litige financier, le gouvernement malien a placé en garde à vue le PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire du Lindor dans le pays. En Afrique de l'Ouest, le Togo mise depuis longtemps sur le développement agricole. Il a fait le pari de l'expansion de la production de l'ananas, un secteur qui a progressé de plus de 11% entre 2017 et 2019 et qui emploie aujourd'hui plus de 3200 producteurs. La niche de l'ananas bio, particulièrement prisée par les importateurs européens, est en plein boom. Nous avons choisi de vous raconter l'histoire de l'essor de ce secteur horticole de pointe à travers ce reportage de Parfait Assogba, Fernand Tonin et François Baudry. C'est vers 1540 que les navigateurs espagnols et portugais ont rapporté les premiers ananas d'Amérique du Sud. C'est un fruit exotique, aujourd'hui largement consommé dans le monde entier, avec une demande qui explose. Selon la FAO, la production mondiale d'ananas devrait bondir de 25 millions de tonnes en 2021 à 37 millions en 2030. Un marché en pleine explosion qu'on pourrait croire réservé aux géants mondiaux de l'ananas comme le Costa Rica ou encore le Nigeria, premier producteur africain avec 1,6 million de tonnes. C'est bien dans cette cour des grands que le Togo a décidé, dès 2018, de se faire une place en misant sur son atout majeur, la niche de l'ananas biologique. Et le projet enregistre déjà un réel succès auprès des petits producteurs, avec environ 16 000 tonnes d'ananas biologiques produites chaque année. Auparavant, nous avions de grandes difficultés financières. Mais maintenant, j'arrive à aider mon mari. De la scolarité de nos enfants aux dépenses de notre foyer, sans oublier les frais de santé et autres. J'arrive à partager cela avec mon mari. Nous avons réussi ce jour à mettre de l'argent de côté, avec lequel nous avons pu acheter une portion de terre, sur laquelle nous avons déjà commencé à construire, grâce à la production de l'ananas. La promotion de la culture de l'ananas a été amorcée pour la première fois au Togo dans les années 70, avant de connaître un déclin 20 ans plus tard.
En 2013, la filière a été relancée grâce à un appui de la coopération allemande. Nous sommes ici dans la région maritime de Tsévié, à 35 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Les champs d'ananas s'étendent sur des centaines d'hectares. Madame Awaya Dola applique les bonnes pratiques agricoles acquises dans les formations dispensées par le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, le PROCAT. Elle est très fière de ses ananas bio. Notre ananas est produit sans engrais chimiques. Nous n'utilisons pas de NPK. Nous labourons la terre et c'est avec les herbes mortes et les excréments en guise d'engrais chimiques que nous cultivons l'ananas. Initié par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et de la coopération allemande, le projet est mis en œuvre par la GIZ et vise à renforcer toute la filière ananas, de la production à l'exportation en passant par la transformation pour la période 2018-2022. Budget 4 milliards de francs CFA, soit 6 millions d'euros, avec des objectifs assignés au projet. La production de 3 900 tonnes de jus d'ananas bio, 260 tonnes d'ananas séchés, l'exportation de 2 800 tonnes d'ananas frais ou encore la création de plus de 4 700 emplois. Tout a commencé par la mise en place d'un vaste programme de formation complémentaire, comme ici, dans le champ école de Dainil, à l'ouest du pays. Et pour les producteurs, les effets sont déjà là. C'est à travers le projet que tout a changé. Et maintenant, avec les formations que la GIZ nous a octroyées, les formations FPS, les formations de gestion de comptabilité, les formations en termes de bonnes pratiques agricoles, les formations en termes de système de contrôle interne. Donc nous sommes maintenant outillés pour pouvoir maintenant être des producteurs modernes et par rapport à la production archaïque, par rapport à la production traditionnelle que nous faisions par le passé. Ensuite, il a fallu s'organiser pour que les producteurs soient assurés de vendre leur production d'ananas bio et que les transformateurs aient eux aussi la garantie d'avoir leur matière première. Nous avons constaté que les producteurs avaient des difficultés à écouler les produits. Alors qu'au même moment, juste à côté, il y a des transformateurs qui cherchent les produits et qui n'en trouvent pas. Donc nous avons estimé qu'il était important d'organiser tous ces producteurs en une fêtière qu'on appelle la FENACOPAT, une centrale d'achat qui regroupe tous ces producteurs-là, qui fait que quand ils produisent leurs produits, quand ils produisent leur ananas, ils vont collecter et vendre aux transformateurs. À Assaoum, à 50 km de la capitale, nous nous retrouvons dans l'une des sociétés spécialisées dans l'exportation de l'ananas biologique. Ici, on trie, nettoie, calibre, pèse et étiquette les fruits avant leur exportation. Dans l'organisation de la filière, 6 plateformes pilotent les centrales d'achat. Leur mot d'ordre, rester soudés face à ce marché où la concurrence locale est rude. Au lieu que les producteurs aillent à rang dispersé, la fédération a mis sur lui de faire la certification biologique de ces produits, de ces producteurs. Comme ça, est une force et ça peut aller au marché international. D'autant plus, nous avons aussi fait la formation sur la traçabilité. C'est-à-dire que depuis le rejet, depuis le mise en terre jusqu'à la consommation, on sait point par point le passage du fruit. Il faut dire que le Togo bénéficiait de 2 atouts majeurs avant même le lancement du projet. 50% de sa production était déjà bio et les variétés cultivées dans le pays très appréciées par les consommateurs européens. On a la chance au Togo d'avoir des variétés comme le pain de sucre et le cayenne qui sont des anciennes variétés et qui sont beaucoup plus gustatives que les variétés MD2 qu'on propose du Costa Rica. Il faut ajouter que le PROCAT a permis de renforcer la résilience du secteur face à la pandémie du Covid-19 et d'augmenter la production dans ce contexte. Le tonnage d'ananas transformé dans les unités certifiées
est passé de 2100 tonnes en 2018 à plus de 6700 en 2021, grâce à la formation des producteurs et à la mise à disposition de matériel moderne et de moyens de transport sécurisés des ananas vers les usines. Mais pour les professionnels, ces résultats encourageants ne doivent pas cacher les défis qui restent à relever. L'importance des filières végétales dans la filière ananas, c'est qu'il faudrait arriver à assurer la sécurité alimentaire et aussi développer la production pour pouvoir couvrir les besoins nationaux, mais aussi alimenter l'agro-industrie pour substituer les importations en ce qui concerne la consommation interne et aussi développer les exportations. C'est à ce prix seulement que le Togo gagnera son pari de se faire une place sur le marché de l'ananas bio en pleine croissance, avec, à la clé, des retombées financières pour le budget de l'État, la création de nouvelles entreprises et des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes du pays. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons l'ingénieur aérospatial Ilias Tanouti. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.